souvent les deux termes sont pris comme synonymes. On peut, et à mon avis, on doit faire une différence. Disons que dans la notion d'intérêt général, on a en arrière-plan l'idée que chacun a son intérêt personnel et puis qu'il faut trouver trouver un compromis entre les différents intérêts des gens. Et ça renvoie à une vision où l'économie, évidemment, est le background. Donc d'autres aspects de la vie sociale, des aspects qui ne sont pas directement liés à l'économie, restent hors champ dans cette notion d'intérêt général. La notion de bien commun est plus large. Autrement dit, quand on se réfère à la notion de bien commun, on n'oublie pas pour autant la notion d'intérêt et d'intérêt général, mais on peut prendre en considération d'autres champs de la vie sociale que le champ économique. Disons que nous vivons, nous occidentaux, on vit dans l'idée qu'il y a d'abord des individus et que les individus s'associent, se mettent en société, à la fois pour des raisons économiques et puis pour des raisons politiques, assurer leur sécurité, organiser l'administration. Bon. Donc on a tout un passé dans la réflexion occidentale de toute une série, différentes versions d'un même récit, en fait, d'une même trame narrative, des individus isolés qui se mettent ensemble et s'organisent pour des raisons utilitaires. Bon, ça c'est un grand récit occidental, et comme ce récit a été beaucoup décliné et qu'il est commun à la fois au champ politique, on le trouve en philosophie politique, on le trouve dans les sciences économiques, donc on a l'impression que c'est la seule bonne manière de se représenter les choses. Alors on oublie que dans l'Antiquité, les gens ne se représentaient pas du tout les choses comme ça, parce qu'ils pensaient que les êtres humains avaient toujours vécu en société et qu'il n'y avait pas d'être humain il n'y avait pas d'individu qui ait pu exister comme ça en dehors d'une vie sociale. Parce que si un individu existe en dehors d'une vie sociale, c'est plus un homme. Si c'est un homme, c'est qu'il vit en société. Ça, c'est comme ça qu'Aristote voit les choses, mais quand Aristote dit ça, il ne fait que dire ce que tout le monde pensait à son époque. Et en fait, ce que beaucoup de sociétés pensent, peut-être même la plupart des sociétés, dans la plupart des sociétés, on a cette idée que c'est justement parce que il y a une vie sociale qui nous attend avant même qu'on naisse, en quelque sorte. Nous, on vient au monde dans un monde qui est déjà socialisé, et c'est ce qui nous permet de devenir des humains. Cette vision du monde, qui est donc l'inverse de celle que la modernité occidentale a adoptée, cette vision, elle était encore partagée par Thomas d'Aquin, donc au XIIIe siècle, à la fin du XIIIe siècle. Il reprend la pensée d'Aristote et il l'intègre au christianisme, à la théologie chrétienne, et donc il avait cette idée que on ne peut pas couper, on ne peut pas séparer le bien social du bien individuel, puisque si un individu si l'être humain n'est vraiment un homme que dans la mesure où il vit participe à la vie sociale, il a une place dans la vie sociale, le bien de cet homme et le bien de la vie sociale ne peuvent pas être complètement séparés. On ne peut pas les penser indépendamment. Donc, il dit par exemple, on est un homme dans la mesure où le langage fait partie des capacités fondamentales des êtres humains, et évidemment il n'y a pas de langage s'il n'y a pas de vie sociale, et donc l'un des rôles du gouvernement, c'est de favoriser les relations humaines, puisque c'est en ayant des relations humaines que que chacun individuellement existe. Bon, ça me paraît être une vue pleine de bon sens, mais très peu de temps après, peut-être
oui, même pas 50 ans après la mort de Thomas d'Aquin, le début du XIVe siècle, ce sont les franciscains qui, eux, ont commencé à mettre sur le tapis, en quelque sorte, le nouveau récit qui va devenir le récit dominant dans le monde occidental, voilà, des individus d'abord isolés qui, dans un deuxième temps, s'associent pour des raisons pratiques. Et donc, puisque ce sont pour des raisons pratiques qu'ils s'associent, leur personne même, leur personne intime n'est pas concernée par la vie sociale. Ce sont leurs affaires qui sont concernées, ce sont leurs avoirs, mais ce n'est pas leur être. Bon. Il se trouve que depuis quelques dizaines d'années, tous les travaux scientifiques en sciences humaines, pas seulement en sciences humaines, d'ailleurs aussi dans les travaux en primatologie, nous obligent à revenir sur cette idée qu'il y aurait des individus qui seraient séparés. En fait, c'est un peu humiliant pour la modernité, mais les travaux scientifiques les plus récents nous amènent à donner raison aux sociétés traditionnelles, à Aristote ou à Thomas d'Aquin. Et donc il y a une véritable révolution dans la pensée aujourd'hui. Il s'agit d'abord de bien comprendre le fait que la vie sociale est le terreau qui a permis à l'Homo sapiens d'émerger. Donc la vie sociale précède des individus de millions d'années. Et quelles sont les conséquences de ça? Ça nous oblige à changer beaucoup de manières de penser auxquelles on était habitués. Le cadre de cette révolution, que la notion de bien commun vient jouer un rôle, parce la notion de bien commun est une manière de prendre acte de cette vision qui est à la fois nouvelle, mais qui en même temps est très ancienne, que ce ne sont pas simplement pour des raisons pratiques qu'il y a des sociétés, mais que la personne même de chacun d'entre nous est impensable, elle n'existe pas, la personne n'existe pas sans être portée par une vie sociale. Et donc, notre rapport aux choses n'est pas le rapport premier. C'est le rapport premier qu'un être humain a, c'est un rapport à un autre être humain. Il ne faut pas oublier qu'on a tous commencé notre vie en tant que bébé, en tant que nouveau-né, évidemment, et que ça impliquait que la première chose qui comptait pour nous, c'est d'avoir en face de nous un autre être humain, d'autres êtres humains qui prennent soin de nous et avec qui on échange et qui nous initient à la vie relationnelle et à la vie sociale. Ensuite de quoi, une fois que les relations humaines ont commencé à prendre forme, les choses peuvent rentrer dans la danse et jouer un rôle. Voilà qui permet de comprendre pourquoi la notion de bien commun n'est pas synonyme d'intérêt général et peut avoir un sens bien défini et un sens nouveau et intéressant. Pour beaucoup de personnes, la notion de bien commun, elle évoque un système plus ou moins totalitaire. Elle évoque le fait que l'individu se fonde en quelque sorte dans une masse, serve un but commun, mais qui est dans le fond celui d'un pouvoir qui peut l'écraser. La question de la liberté, se pose là. Est-ce que la notion de bien commun n'est pas contraire à la notion de la liberté? Oui, c'est une bonne question. Alors, pour y répondre, il faut d'abord considérer que
les régimes qui se sont réclamés d'un bien commun, en fait, ils l'ont instrumentalisé dans beaucoup de cas. C'est-à-dire qu'au lieu de le servir, ils s'en sont servis. C'est pas du tout la même chose. Alors tous les gens pensent, on peut penser au régime totalitaire nazi ou aux différents régimes qui se réclamaient du communisme. Évidemment, dans tous ces cas-là, le gouvernement faisait appel au bien commun, mais au bien commun pour que les gens se plient aux objectifs et aux buts que poursuivait l'État, éventuellement à leur encontre. Donc là, effectivement, ce sont des régimes qui sont liberticides, mais donc ils sont liberticides non pas parce qu'ils ont servi le bien commun, mais parce qu'ils s'en sont servis. Ils s'en sont servis pour des buts qui ne sont pas du tout communs, pour des buts qui sont ceux du pouvoir. Donc les gens sont instrumentalisés, et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est d'essayer de préserver un espace de liberté privée qui échappe, dans la mesure du possible, à l'emprise du pouvoir. Bon, alors évidemment, la notion de bien commun telle que il faut la penser aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ça. Il faut bien faire la distinction entre la vie sociale et le pouvoir politique. Le pouvoir politique, il doit lui-même servir la vie sociale et les individus qui vivent dans cette vie sociale. Donc le bien commun, ça ne veut pas dire que c'est l'État qui est le but. L'État lui-même est au service, normalement, dans une démocratie. Il est au service des citoyens et de la vie sociale de ces citoyens. Donc l'État ne peut pas dire « nous sommes le bien commun ». Il ne peut pas se l'arroger. L'État doit servir le bien commun, de même que chaque citoyen peut être appelé à le servir. Et la vie sociale n'est pas un pouvoir, c'est simplement l'espace de vie de chacun d'entre nous. Et cet espace de vie, justement, plus sa qualité est meilleure, plus la liberté est grande. Donc là, on peut donner toutes sortes d'exemples concrets et parlants qui montrent qu'on a d'autant plus de liberté que la vie sociale nous offre davantage d'opportunités et de possibilités. Possibilités de choses à faire, de choses auxquelles s'intéresser, d'activités que l'on peut avoir, de gens que l'on peut rencontrer, de la diversité de ces personnes, etc. Donc ça, la vie sociale en elle-même est au contraire ce qu'il y a de plus favorable à la liberté. Et il faut voir aussi que la vie sociale, ça ne veut pas dire d'être tout le temps en contact tout le temps en contact avec les autres. La vie sociale, c'est en même temps un rapport à tout ce qui circule dans la vie sociale, c'est-à-dire la culture. Alors j'entends le terme de culture au sens le plus large, c'est-à-dire pas seulement la culture des gens cultivés, mais toutes les manières de faire, les savoir-faire, les activités, les biens collectifs qui se transmettent, qui circulent d'une génération à l'autre et qui circulent entre les gens. Ça peut être aussi bien les recettes de cuisine qu'un opéra, c'est des tas de choses différentes, une activité sportive, enfin tout ce qu'on voudra. La notion de bien commun vécu dont j'ai essayé de souligner l'importance, c'est pas seulement la notion de bien commun que j'essaie de renouveler, mais j'essaie de promouvoir cette notion de bien commun vécu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je ne fais que mettre un nom sur quelque chose que tout le monde connaît et dont tout le monde a l'expérience, c'est-à-dire le bien que l'on éprouve
quand on est plusieurs à éprouver ce bien. Par exemple, le premier bien commun que tout être humain, dont tout être humain fait l'expérience, je le disais tout à l'heure, c'est l'expérience du bébé qui est en contact avec sa maman ou une autre personne. Et la maman ou l'autre personne est contente d'être avec le bébé est content d'être avec la personne. Hein, quand tout se passe bien, c'est comme ça que ça se passe. C'est la base. Sinon, elle se marre, en fait. C'est la base de la vie humaine, ça. Donc on a un bien commun vécu, un bien commun parce qu'il est commun aux deux personnes, et il est vécu parce que c'est pas un objet extérieur, c'est pas un bien matériel, c'est un bien qui existe dans l'expérience qu'on en fait. Et ça, c'est évidemment la trame fondamentale de la vie humaine, parce que ce qu'on a vécu en tant que bébé, ensuite on le vit d'une manière plus élaborée, plus diversifiée au cours de la vie, mais ça reste toujours la toile de fond de la vie humaine. Partager quelque chose avec quelqu'un, être content par exemple, de jouir d'une musique qu'on aime avec quelqu'un qui partage les mêmes goûts, etc. Bon, tout ça est absolument basique, et donc je n'ai fait que mettre un nom là-dessus pour attirer l'attention sur quelque chose qui est tellement banal qu'on ne le remarque pas. Oui, il y a une relation évidemment entre bien commun au singulier et bien commun au pluriel. Parce que le bien commun se réalise pas seulement à travers les biens marchands. C'est vrai que les biens marchands ont un rôle très important, il ne faut pas le sous-estimer. Mais les biens marchands, ils occupent le devant de la scène. Ils occupent le devant de la scène d'abord parce que ce sont des biens que chacun de nous peut acquérir ou ne peut pas acquérir, donc ça nous importe. C'est ça qu'on remarque, et puis il y a la publicité, il y a le marketing, etc., qui focalise notre attention sur les biens marchands. Du coup, les biens communs ou biens collectifs, comme si ça va de soi, ou on n'y fait pas attention, c'est là, c'est normal, et oui, il y a des rues, elles sont entretenues, il y a des éclairages publics, oui, bon. Il y a une distinction entre biens communs et biens publics, puisque certains biens communs sont produits par l'État, et donc on les appelle des biens publics dans ce cas-là. Bon. Alors l'éclairage public, c'est un exemple, les égouts, et toutes sortes d'institutions qui sont soit produites, soit entretenues ou garanties par l'État, donc ce sont des biens publics. Bon, comme vous le dites, effectivement, il y a des biens communs qui ne sont pas produits par l'État, qui ne sont pas même garantis par l'État. L'État peut se soucier que les conditions favorables à la transmission de ces biens communs soient réunies. Bon, mais il n'est pas obligé de faire plus. Hein, en fait, il y a toutes sortes il y a une variété immense de biens communs. Certains sont des biens communs matériels, d'autres des biens communs immatériels. En bonne gestion, la question de leur bonne gestion se pose à tous les niveaux. Elle se pose à tous les niveaux. Par exemple, au niveau d'une famille, il y a une question de la gestion des biens communs, par exemple. Comment maintenir une bonne ambiance dans la famille plutôt qu'une ambiance pourrie. Ça, c'est vraiment fondamental. Bon, parce que la vie même des gens en dépend, la vie même des intéressés en dépend. Donc, il y a une espèce de bonne volonté qui peut se manifester si chacun dit oui, là, ça ne marche pas trop, il faudrait qu'on essaie de faire quelque chose pour que qu'il y ait moins de friction. Bon, voilà, on veille au grain, on essaie de... Bon, chacun y met du sien ou pas, mais là, il y a une échelle très modeste à laquelle
c'est des questions très réelles. Et l'atmosphère de la famille, c'est un bien commun très précieux. Oui, vous avez des tas de gens qui, sans faire de théorie sur le bien commun, agissent en pratique conformément justement à cette notion de bien commun. Par exemple, vous avez des gens dans des petites villes semi-rurales qui disent tiens, bah, ça serait bien si on pourrait réunir les gens qui aiment faire de la musique, alors puis on va organiser, on va s'entendre avec tel et tel, on va faire un concert de temps en temps, puis bon, voilà, donc beaucoup de gens conçoivent que ce qui leur fait plaisir leur fera d'autant plus plaisir que ça fera plaisir aussi à d'autres gens et en se mettant ensemble, tout le monde sera content. Plutôt que de s'ennuyer chacun dans son coin. Bon, c'est une manière très concrète et de mettre en action la référence au bien commun. Ça suppose, oui, ça suppose l'action parce que ça suppose une bonne volonté, parce que les sociétés humaines, elles sont extrêmement fragiles. C'est un montage très délicat, les sociétés humaines, c'est parce que, en plus de toutes les conditions biologiques et matérielles qui doivent être réunies, il y a toutes les conditions qui maintiennent les relations humaines de manière correcte. Et alors là, c'est un maillage très complexe, depuis les institutions les plus modestes, les traditions les plus modestes, jusqu'aux institutions globales. Donc tout ça est très fragile, ça peut se dégrader très facilement, et d'autant plus que, comme chacun de nous a tendance à penser ce qui est juste en se référant à ce que les autres font, eh ben, il est possible que tout le monde dérive ensemble sans s'en rendre compte, et que ça aille très mal. Bon, ça, on en a eu une illustration avec la crise financière des subprimes, où une pratique économique, tout le monde en fait autant, ben alors pourquoi on n'irait pas vendre des maisons à des gens qui ne peuvent pas les acheter, puisque ça se fait partout pareil, bon, et que l'État ne semble pas avoir d'objection. Bon, tout le monde a dérivé ensemble jusqu'à la catastrophe, et là, la dégradation du bien commun a été extrêmement réelle pour des millions de gens. Bon, et on n'en est pas encore sorti. Donc cette fragilité des sociétés humaines et la possibilité d'un aveuglement partagé, c'est-à-dire que chacun se référant à ce que font les autres pour juger de ce qui est bien, tout le monde peut se tromper, en quelque sorte en groupe, en croyant ne pas se tromper. Et donc cette dérive possible des sociétés humaines, elle est très réelle et très, très menaçante. Donc ça implique d'autant plus un appel aux bonnes volontés. Oui, ben, dans le contrat social de Rousseau, bon, volonté générale, il s'agit de... C'est toujours les citoyens face à l'État. Voilà, face au droit en fait. C'est ça, oui. Donc ça, ce sont des problèmes qu'on essaie de résoudre par le vote, les élections, etc. Mais en pratique, il y a beaucoup d'autres problèmes qui impliquent dans le fond à la fois des bonnes volontés, mais aussi la coordination de ces bonnes volontés, l'attention portée à la variété des groupes sociaux, c'est-à-dire si on a pour seul horizon le groupe social dans lequel on est, ou le groupe professionnel dans lequel on est, ou le groupe religieux dans lequel on est, ou la famille politique dans laquelle on est, si on reste uniquement dans cet horizon, le risque de dérive est d'autant plus grand. Parce que comme tout le monde pense un peu de la même façon,
il est possible aussi que tout le monde se trompe de la même façon et que donc on dérive. Et il y ait des divergences et qu'il y ait des gens qui s'intéressent à des choses différentes et que tout le monde ne soit pas d'accord. Alors évidemment, il ne faut pas que ça aille jusqu'à la cacophonie générale. Une certaine biodiversité humaine et culturelle est favorable à la vie. Parce qu'à ce moment-là, comme il y a ce proverbe qui n'entend qu'une cloche n'entend qu'un son, si on entend plusieurs sons de cloche, on peut se dire tiens, ah bah oui, il faudrait peut-être plutôt faire comme ça qu'autrement, oui. Donc on réajuste le tir, on fait un effort dans un sens, enfin voilà, il y a des corrections possibles. Je pense que ça n'est pas, comment dire, ça n'est pas imposer une doctrine aux gens que de leur mettre sous les yeux le fait que la vie de chacun est dépendante de l'écosystème culturel et social dans lequel il vit, et que donc la qualité de cet écosystème est importante parce que c'est aussi la qualité de sa vie qui en dépend. Ça, je pense que les gens peuvent le comprendre, d'une part, et que ça n'est pas leur imposer une doctrine spécifique, que de leur dire ça, c'est décrire la réalité de la condition humaine. Et montrer l'importance de la diversité des écosystèmes sociaux et culturels, c'est important parce que c'est cette diversité qui est garante de vitalité. Si la notion de bien commun, ça devait être que tout le monde s'intéresse à la même chose, ça serait dramatique. Parce que là, ça serait la mort assurée. La vie sociale se détruit parce que ce qui fait la qualité et la vitalité de la vie sociale, c'est qu'il y ait des gens qui puissent s'intéresser à ce à quoi ils ont envie de s'intéresser, et puis créer quelque chose, monter, comme ça. Puis ça, il y a des choses qui se développent, qui naissent, qui intéressent les uns ou les autres, et qui contribuent à enrichir les possibilités de vie de tout le monde. Donc oui, la notion de bien commun, ce n'est pas un alignement sur un mot d'ordre, c'est tout le contraire. De qualités qui sont traditionnellement liées disons, à l'humanisme, qui ont souvent été portées par des morales religieuses, ou qui sont portées par des morales laïques. Bon, ces qualités-là effectivement sont souhaitables. Et je pense que là, il ne faudrait pas séparer la notion de bien commun il ne faudrait pas en faire une idée ou un principe qui soit séparé de l'expérience humaine. Parce que c'est pas... Disons, il y a des savoirs qu'on apprend à l'université, mais moi, plus je vais, plus je me dis, oui, mais ça, on peut avoir fait beaucoup d'études et puis finalement ne rien comprendre. Justement parce que la vie réelle des gens, c'est la vie relationnelle, c'est la vie sociale qu'ils ont, et les êtres humains, qu'ils le veuillent ou non, ils sont aux prises les uns avec les autres, ils sont aux prises de manière positive ou négative, ça aussi entre les deux. Mais en tout cas, on ne peut pas échapper à ça, et donc, et ça, c'est par expérience qu'on apprend à se mouvoir de manière pertinente dans les relations humaines. Ça ne s'enseigne pas, ça. Mais justement, la qualité de la vie sociale ne se résume pas simplement au fait de respecter des règles. Parce que sinon, on peut respecter des règles et puis chacun reste dans son coin et dépérit. Donc c'est pas formidable. Alors l'école, justement, puisque vous preniez cet exemple, l'enseignement d'une morale laïque, morale laïque, on entend par là une morale qui puisse être partagée par des gens de différentes confessions religieuses
ou qui même sans confession religieuse. Donc, morale auquel on puisse adhérer en étant musulman, chrétien ou agnostique ou athée. Bon, très bien, mais on n'apprend pas à se comporter d'une manière morale uniquement parce qu'on nous aura inculqué des préceptes. On apprend par expérience. Et donc, la question du climat dans lequel vivent les élèves à l'école, les élèves et les enseignants, est extrêmement importante. Parce que si vous, d'un côté, vous avez un enseignement de morale, le meilleur qui soit, mais que d'un autre côté, les relations à l'école sont tendues ou conflictuelles entre les professeurs et les élèves ou entre des élèves, c'est pas la morale laïque qui va triompher, parce que c'est la réalité qui a toujours le dernier mot. C'est la réalité de l'expérience que les gens vivent. Et dans le fond, chaque être humain, il a une propension à exister pour lui-même, éventuellement aux dépens des autres. Et donc, il faut vivre une expérience où on se sent exister en même temps que les autres aussi existent. Il faut faire cette expérience pour l'assimiler et apprendre à vivre avec les autres. Parce que sinon, il y a toujours cette propension humaine où chacun est un tout pour lui-même, c'est-à-dire que les autres, ils existent moins que moi. Bon, chacun existe à l'intérieur de lui d'abord, il a conscience, on a conscience, j'ai conscience de moi. Les autres, oui, ils existent, mais je n'ai pas directement conscience d'eux, je ne suis pas à l'intérieur des autres. Bon, et donc, on voit bien que chaque enfant, dès la crèche, il faut qu'il apprenne à se sentir exister avec les autres, que même en partageant, il ne sera pas brimé, qu'il peut trouver un bien-être tout en faisant des concessions aux autres. Bon, toutes les personnes qui s'occupent des crèches connaissent ce problème par cœur, le tour de rôle, ah oui, ben, il a eu joué pendant tel moment, ben maintenant c'est à l'autre, etc. Voilà. C'est les bases de la civilité. Et donc les personnes qui sont là dans les crèches, dans les écoles maternelles, elles ne font pas vraiment un cours de morale, mais elles font régner une pratique des relations humaines qui est favorable au développement des enfants et qui est favorable à leur comportement moral ultérieur. Donc, pour conclure, je dirais qu'il faut à la fois enseigner les principes, c'est-à-dire donner les bons principes aux enfants, mais en même temps leur faire vivre une vie sociale qui soit conforme à ces principes. Et donc, c'est là où il y a encore pas mal de progrès à faire à l'école.